Donc, on poursuit la soirée avec cette fois-ci M. Dominique Gravel, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en écologie intégrative. Ses travaux portent sur la distribution des organismes, leurs interactions et importance pour le fonctionnement des écosystèmes. Directeur du réseau d'observation de la biodiversité du Québec, il développe de nouveaux outils pour visualiser en temps réel les changements de biodiversité. Donc, M. Gravel, je vous invite à monter sur la scène et on l'accueille bien chaleureusement. Bonsoir tout le monde. Merci Alexis pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir. On n'a pas assez de ces activités de vulgarisation. L'invitation était vraiment la bienvenue. Comme il devait s'y attendre, j'ai répondu un petit peu à la dernière minute, mais j'ai pris le temps de bien préparer la présentation ce soir, puis j'espère que vous y trouverez un bon intérêt. Je vais vous parler ce soir de système complexe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système complexe? Il y a une définition très académique, là. Un système complexe, c'est un ensemble d'éléments qui interagissent entre eux. Puis, éventuellement, quand on les combine tous ensemble, il y a des propriétés qui émergent de ces systèmes-là. Ils ont des propriétés particulières, ils ont un fonctionnement particulier. Un exemple de ça, vous en avez un illustré ici. Ici, c'est juste une image qui est prise d'une section de l'Internet. Un réseau qui est représenté ici, constitué de nœuds. Ce sont ces fameux éléments-là qui interagissent entre eux. Puis les liens entre eux, c'est des liens, c'est des fonctions, c'est des actions qui arrivent et qui vont changer l'état de ces nœuds-là, de ces propriétés-là. Et puis après ça, il y a des propriétés qui vont émerger à plus large échelle. Alors, si on regarde cette figure-là, on voit une certaine organisation. Et puis, les réseaux sont très étudiés, vous allez le voir, ils sont très utiles pour différentes composantes de notre société. Juste un tout petit peu d'histoire. Les réseaux ont été étudiés depuis quand même assez longtemps. C'est une discipline des mathématiques dont l'étude a commencé au tournant des années 50. C'est notamment un dénommé Paul Erdos, un mathématicien hongrois qui a commencé à les étudier. Il a développé ce qu'on appelle aujourd'hui, ce à quoi on réfère comme étant la théorie des graphes. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Monsieur Erdos, c'est l'archétype du mathématicien, chercheur, scientifique, excentrique, de toutes sortes de façons, mais c'est aussi un scientifique qui est extrêmement prolifique et qui valorisait énormément les contacts sociaux, qui croyait que la science, c'est une démarche sociale, entre autres choses, parce que les collaborations amènent le développement de nouvelles idées. Ça nous amène à des nouvelles frontières qu'on n'envisageait pas précédemment. Alors, ce cher Paul Erdos a publié plus de 1500 articles dans sa carrière. C'est extrêmement grand comme chiffre. En particulier pour un mathématicien, les mathématiques ne sont pas reconnues comme étant une discipline particulièrement productive en nombre d'articles. Et en plus de ça, il était très porté vers la collaboration. Alors, il y a au-delà de 500 co-auteurs qui ont été dénombrés avec qui il a signé ces articles-là. Un peu en hommage à son travail, ses disciples ou descendants, les étudiants qu'il a formés, les mathématiciens qu'il a formés, ceux avec qui il a travaillé, ils ont créé ce qu'on appelle le nombre de Erdos. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on organise les mathématiciens en réseau de collaboration. On lie les mathématiciens entre eux, et puis le nombre de Erdos calcule la distance de ce fameux Paul Erdos à laquelle on se trouve. Alors, les 511 co-auteurs du départ ont un degré de 1. Les co-auteurs de ces co-auteurs-là, il y en a plus de 11 000, ont un degré de 2, et ça va de suite comme ça. Ça a donné naissance au fameux mythe que nous sommes tous à 6 degrés de séparation de n'importe qui dans le monde. Je ne sais pas s'il y a des mathématiciens dans la salle. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissiez avant la présentation ce fameux nombre de Erdos. J'en doute. Et puis, je vous mets au défi d'essayer de le trouver. Le chiffre est probablement beaucoup plus élevé que le 6 du mythe de 6 degrés de séparation. Alors, on va prendre un chiffre un peu plus réaliste. Moi, un nombre que j'utilise dans mes cours quand j'enseigne la théorie des graphes puis les réseaux, j'utilise le nombre de Bacon. Alors, le nombre de Bacon, c'est le même principe que celui de Erdos, mais appliqué aux acteurs qui ont fait des films avec Kevin Bacon. Alors, vous pouvez suivre cette figure-là. Vous voyez, par exemple, en bas à gauche, qui est proche de moi, il y a Tom Cruise qui a déjà fait un film avec Kevin Bacon. Il y a un degré de 1. Après ça, on peut aller voir qui a fait un film avec Tom Cruise, puis on peut procéder ainsi.
J'ai aussi des doutes qu'il y ait dans la salle des acteurs qui soient liés d'une façon ou d'une autre à ce fameux Kevin Bacon. Alors, on n'est pas tellement avancé dans la constitution de notre réseau. Alors, en préparation de cette présentation-là, j'ai essayé de penser à une façon de se rapprocher de cette notion de réseau-là, de cette notion de collaboration. Tout à l'heure, Jean-Pierre parlait d'intersectorialité, de collaboration entre chercheurs en différentes disciplines de l'université. Et donc, j'ai décidé de calculer le nombre de pairs. Okay? Alors, on a ici notre cher vice-recteur, et j'ai commencé par moi-même. Je me suis dit, bon, ben, c'est quoi mon nombre de pairs? En fouillant un peu, en me renseignant autour de moi, c'était long, c'était pas facile, mais j'ai trouvé que Jean-Pierre a collaboré, entre autres, avec Michel Scott, qui est au département de biochimie, laquelle collabore avec Alan Cohen, et moi, je me trouve à collaborer avec Alan Cohen. Et donc, en liant tout ce monde-là ensemble, j'ai trouvé que j'avais un nombre de pairs de 3. OK. Il y a beaucoup de médecins dans la salle. Parmi ceux qui présentent ce soir, il y en a plusieurs qui sont en sciences de la santé. Alors, je me suis dit, je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre qui n'est pas en sciences de la santé. On va essayer de voir si cette théorie-là, elle tient. Alors, je me suis tourné vers professeur Lou Taillefer. Et puis, ben, je lui ai écrit pour savoir s'il avait déjà collaboré avec Jean-Pierre ou quels étaient ses possibles liens. Puis là, ben, il n'y avait pas de contact qu'on pouvait établir. Alors, j'ai réécrit à Alan, qui semble être quelqu'un d'assez important à l'université ici. Puis Alan m'a dit, en fait, tu serais surpris, c'est plutôt proche. Alors, Alan, il a recruté l'an passé, il a travaillé avec Thomas Gobeil, qui est un étudiant qui était encadré par David Poulain du département de physique. Et David est un collègue avec lequel il y a eu des échanges, des collaborations avec Louis. Donc, Louis a un nombre de pairs de 5. Mon histoire est belle, c'est un nombre qui est plus petit que 6, on est tous à 6 degrés de séparation au moins. Alan m'écrit ce matin pour me dire qu'il venait de recruter un ancien étudiant de Louis. Alors, Louis Taillefer a eu une promotion, son nombre de pairs est passé à 4. Alors, on va voir jusqu'où ça va nous mener. Ce qu'on apprend de ce réseau-là, surtout, c'est qu'à Allen, il y a une position centrale. Si on retire Allen, le réseau se déconstruit complètement. Okay? Et c'est un petit peu ce qu'on va étudier dans les réseaux écologiques, ce dont je vais vous parler ce soir, parce qu'il y a des nœuds qui sont particulièrement importants pour le fonctionnement de ces écosystèmes-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on étudie les réseaux? D'abord, de façon générale, bien, il y a différentes dimensions de nos vies où on est connecté. Alors, on parle de réseaux sociaux. Tout à l'heure, on parlait de propagation de fausses nouvelles, de fausses rumeurs. Étudier la structure des réseaux sociaux et des réseaux de communication est vraiment, vraiment fondamental pour parvenir à comprendre comment est-ce que ces nouvelles-là se diffusent. Avec la pandémie qui survient, on a aussi trouvé que l'organisation en réseau de notre société était vraiment fondamentale pour comprendre la propagation de la maladie. Vous avez ici différents réseaux de propagation de la COVID au tout début de la pandémie à Hong Kong. Et puis, le type d'événement social qu'il y avait encourageait différentes formes de réseaux. Et puis, certains d'entre eux étaient beaucoup plus propices à des événements dits de super contagion. Alors, comme celui qu'on a à gauche. C'est des événements où il y a énormément de gens qui sont contactés directement par les patients zéro. Probablement que ça vous est déjà arrivé. Très certainement, vous avez pris l'avion et puis vous êtes pogné dans l'aéroport à attendre votre avion qui tarde à arriver parce qu'il y a un vol à quelque part en Asie qui a été perturbé par un volcan ou ailleurs dans le monde parce qu'il y a eu une tempête de neige. Les aéroports sont connectés en réseau. Ça affecte nos vies, ça affecte l'efficacité de nos transports. Pour ma part, j'étudie les réseaux écologiques. Et puis, s'il y a une chose qu'on a appris en travaillant sur des systèmes comme les écosystèmes marins, c'est qu'il y a des interactions qui sont fondamentales pour contrôler les propriétés de ces systèmes-là. À titre d'exemple, ici, vous avez de la morue. On a appris assez rapidement qu'avec la disparition de la morue, bien, il y avait un effondrement des stocks de plusieurs autres poissons autour. Alors, on n'a pas le choix de comprendre l'organisation en réseau de ces écosystèmes-là pour parvenir à mieux les comprendre et éventuellement aussi à mieux les gérer. Et donc, vient l'objectif, un des objectifs de mon programme de recherche, puis l'objectif de l'étude que je vous présente ce soir, qui est de reconstruire les réseaux d'interaction marins. Par réseau d'interaction, j'entends des réseaux entre prédateurs et proies. C'est des réseaux de consommation là, pour essayer de quantifier leur vulnérabilité aux pertes de biodiversité. L'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on fait habituellement quand on étudie la biodiversité et les pertes qui l'affligent.
très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des décomptes d'espèces, puis on va regarder s'il y a une intervention humaine, qu'est-ce qui arrive, combien d'espèces disparaissent, combien d'espèces arrivent. On va aller plus loin, on va essayer de comprendre le fonctionnement et les conséquences fonctionnelles de ces changements de biodiversité-là. Alors, ce qu'on va faire pour reconstruire ces réseaux-là, on va partir d'une logique très simple. On va se dire que d'une part, pour qu'il y ait un lien entre deux espèces, bien, évidemment, il faut que ces deux espèces-là se retrouvent au même endroit dans l'espace. Alors, on va parler de co-occurrence. Il faut que géographiquement, les aires de répartition de ces espèces-là se croisent. Ensuite, il y a un autre concept qui est assez important, c'est que leurs traits doivent être compatibles. Dans le cas qui nous intéresse, on travaille sur les réseaux marins, c'est assez simple. Les petits poissons sont mangés par les gros poissons. Ce n'est pas tellement plus compliqué que ça. Les poissons ils ont des capacités assez limitées pour manipuler leur proie. Et par conséquent, ben, il faut juste que la proie elle soit préhensible et consommable. 2 minutes? Oh là là! Ça va plus vite que je pensais. Alors, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a commencé à cartographier les distributions de poissons. On a utilisé des données massives. On a plus de 14 millions d'observations de poissons à travers le monde. Puis on a reconstruit les aires de répartition de chacune de ces espèces-là, plus de 11 000 espèces. Ensuite, on a utilisé un algorithme relativement simple pour essayer de relier les poissons entre eux pour déterminer quelles étaient leurs proies. Vous avez sûrement déjà acheté un livre sur Amazon ou consommé un produit sur Amazon. On vous a proposé un autre livre à acheter. C'est le même principe qu'on a appliqué pour essayer d'établir les diètes. On compare deux prédateurs, puis on suggère une proie éventuellement. C'est la même façon dont fonctionnent aussi les réseaux sociaux et les réseaux de rencontres, si vous les utilisez. Et finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'à l'échelle du globe, pour des cellules de 1 par 1 degré, on a reconstruit les réseaux dans chacune de ces cellules-là, sachant la distribution des organismes, puis sachant quelles interactions il y avait entre elles. Notre hypothèse là-dedans, c'est qu'il devrait y avoir à quelque part une espèce de signature de la géographie sur l'organisation de ces réseaux-là. Autrement dit, on s'attendait à ce que les poissons équatoriaux, par exemple, aient tendance à interagir davantage entre eux. Et ça fait ce qu'on appelle des modules. Et ces modules-là servent à tamponner dans une certaine mesure les perturbations puis les conséquences de perte de biodiversité. Ce n'est pas du tout ce qu'on a observé. Alors ici, vous avez une représentation du méga réseau là, entre toutes les espèces de poissons. C'est une grosse toile. En fait, ça nous a surpris quand on a obtenu ça. Ce qui nous a frappé, c'est vraiment à quel point cette toile-là, elle est connectée. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à les cartographier. Vous avez ici deux cartes. En haut, la répartition de la richesse en poissons à travers le monde. En bas, le rang trophique moyen. Puis, on a réalisé à ce moment-là que les deux sont dans une certaine mesure corrélés, mais il y a de l'information complémentaire. Alors, si on s'intéresse à la biodiversité, il ne faut pas juste comprendre où les espèces sont distribuées, mais éventuellement, qu'est-ce qu'elles font, parce que cette caractéristique-là, qui est le niveau trophique, est super importante pour comprendre le fonctionnement des écosystèmes. Et puis finalement, pour revenir à notre nombre de pairos, on a aussi calculé le degré de séparation entre nos espèces de poissons. Puis on pensait qu'il serait assez grand et on a été surpris de trouver que la plupart des espèces de poissons, des paires d'espèces, sont à plus ou moins 2 degrés de séparation. Alors c'est encore beaucoup plus connecté que ce qu'on avait tout à l'heure. C'est une propriété qu'on appelle une propriété des petits mondes. Vous avez probablement déjà entendu cette expression-là aussi. Tout ça, ça nous amène à la conclusion sur un paradoxe intéressant des réseaux marins. Ce qu'on trouve d'une part, c'est que les réseaux sont extrêmement connectés. Et ça, c'est quelque chose de bien pour les réseaux marins parce que, en d'autres termes, il y a des pièces de rechange. S'il y a une espèce qui disparaît, il va y avoir des proies alternatives pour un prédateur, puis le prédateur va parvenir à se maintenir. Ça, c'est un avantage. Cette redondance-là, elle est fortement utile pour prévenir les conséquences négatives des pertes de biodiversité. Par contre, à l'inverse, le fait que tous ces écosystèmes-là soient extrêmement connectés entre eux, ça fait en sorte que s'il y a une perturbation à quelque part dans une mer en Indonésie, bien, cette perturbation-là va voyager assez rapidement dans le monde, puis elle pourrait venir affecter ce qui se passe dans l'estuaire du Saint-Laurent, par exemple. Cette connexion-là, cette propriété de petit monde-là, fait en sorte que les perturbations voyagent extrêmement rapidement. Là-dessus, je voudrais remercier plusieurs personnes qui ont participé à l'étude, en particulier cette étude-là, elle n'aurait pas été faite sans Camille Eloui, qui est le plongeur ici que vous avez photographié, qui était un postdoc à l'époque et qui avait un rôle fondamental dans cette étude-là. Merci beaucoup.
Merci, M. Gravel, pour la présentation. Je pense que c'est vraiment la synthèse de cette présentation-là, comme quoi on est vraiment nos liens par second degré, troisième degré, font en sorte qu'on peut avoir un lien direct qui est très vrai parce qu'en fait, on a M. Thomas Gobet ici présent. Donc, je ne sais pas comment l'univers se communique d'un degré à l'autre, mais en fait, ça illustre bien le propos. D'accord, donc est-ce qu'on a une question dans la salle? Oui, M. Gobet. OK. Je vais répéter pour ceux qui sont sur Zoom. Là. La question portait sur la redondance à laquelle je faisais référence à la fin. Lorsqu'une perte de biodiversité, une espèce disparaît, je disais qu'il y avait des proies alternatives. Dans le cas qu'on a étudié, en gros, c'est une technique qui remonte à assez loin, là, qui est étudiée pour comprendre la robustesse de réseau à des extinctions de nœuds. Alors, grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on retire un nœud, puis on regarde est-ce que le reste du réseau est toujours connecté. Dans notre cas en particulier, ce qu'on fait, c'est qu'on retire une proie, puis on regarde est-ce que le prédateur qui dépend de cette proie-là est toujours connecté au reste du réseau. Et puis, on a trouvé que, étant donné la grande diversité de proies alternatives, en fait, les écosystèmes peuvent supporter quand même une assez grande perte de biodiversité avant que cela ait un impact significatif et que le réseau commence à se dégrader. Après ça, il y a d'autres études qui peuvent être faites là, sur la façon dont les liens sont redirigés. Dans ce cas-ci, ce que je viens de décrire comme expérience virtuelle, elle est très simple et elle ignore entre autres le fait que les organismes ont des changements de comportement, puis ils évoluent assez rapidement et puis ils peuvent refaire des liens avec d'autres espèces ailleurs dans le réseau. Est-ce qu'on avait une question sur Zoom, Liane? On a une question. Premièrement, on a un participant, il mentionne que la présentation était super intéressante. Il y a aussi une mention à Alan qui est content de se voir apparaître. Est-ce que les super prédateurs semblaient plus connectés que les autres espèces? Ah, c'est une bonne question, ça. Les super prédateurs sont plus hauts dans la chaîne trophique. C'est leur définition de super prédateur. C'est généralement des organismes qui sont plus larges, plus gros, plus grands, à cause de cette contrainte-là qui est très forte. Les grands organismes consomment des plus petits. Et les super prédateurs, au cours de leur développement, ben, ils ont plusieurs tailles. La morue, c'est un bon exemple. En fait, la morue, elle peut être autant la proie que le prédateur dans certains cas parce qu'il y a ce développement-là de taille et son rôle écologique change au fur et à mesure qu'elle grandit. Et donc, ça fait en sorte que les super prédateurs ont tendance à avoir une diète qui est plus diversifiée, qui est plus large, entre autres à cause de ces changements de taille-là. Il y a aussi des capacités cognitives qui sont différentes. La taille du cerveau change avec la taille corporelle et ils ont plus d'habileté à chasser, à choisir leur proie et ainsi de suite. Ceci dit, les grands prédateurs sont généralement les plus vulnérables, les premiers à être extirpés en dehors du système, non pas à cause de leur diète nécessairement, mais surtout parce que les tailles de population sont plus petites. Alors, c'est juste plus facile en nombre de les décimer. Leurs taux de reproduction sont plus petits également. Et puis, finalement, ben, ils dépendent de toute la chaîne. Alors, un super prédateur, lui, il dépend du niveau qui est juste en dessous de lui. Si on a un prédateur de niveau 5, par exemple, il dépend du niveau 4. Le niveau 4 dépend du niveau 3 et ainsi de suite. Et n'importe quel de ces niveaux-là peut s'éteindre et puis le super prédateur va s'éteindre. Alors que l'espèce qui est juste au niveau 2, elle dépend d'un seul niveau et pas des autres niveaux. Ce qui fait en sorte que les top prédateurs ont tendance à être plus vulnérables aux extinctions. Merci. Une dernière question ici à la gauche. C'est un petit peu. La réalité est un peu plus subtile parce que la distribution de la diversité n'est pas nécessairement égale avec les niveaux trophiques. Alors, si on prend les organismes les plus diversifiés à travers le monde, les bactéries notamment, ben, c'est les organismes les plus petits, c'est les plus abondants. Il y a énormément de diversité. Alors, on va avoir tendance à avoir beaucoup de nœuds à la base. Puis après ça, au fur et à mesure qu'on monte, il y en a de moins en moins. Mais là, c'est plus le résultat d'une distribution de la richesse et non pas des contraintes sur la compatibilité à laquelle je faisais référence au départ. Ça répondait? Super, merci. Donc, bonne main d'applaudissement pour M. Gravel. Merci encore. Plaisir.